Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Armada dans le journal de 13h Le Bonheur. Je suis très heureux de recevoir un chanteur, un auteur, un compositeur, un interprète, un mec magnifique en tout cas, je vous le dis. Je vous dis emmène-moi, ça vous parle justement. Et ben, il va nous emmener tout simplement avec ses rêves et ses réalités jusqu'à un monde à nous. Je vous présente Alan Théo tout de suite avec mon invité. Bonjour Alan, Théo, bonjour à tous, comment vas-tu? Super, Je te dis tu, on se dit ouais, vous. Ouais, on se dit tu. Allez, on se dit marche. tu. C'est vrai que ça fait longtemps parce que tu vois, il y a quelques années, avant de commencer ton parcours, il y a une chose que je me rappellerai souvent, j'aurais voulu te dire, et ben aujourd'hui tu vas me le dire, parce que ça c'est collector. Ouais. J'en ai plein comme ça, avec une dédicace. Carrément. Avec inclus Lola. Tout à fait. C'était en espagnol, je crois. Tout en espagnol. Exactement. Ouais. C'était une belle époque aussi. Ah ouais, 98, ouais. Hein, on appelle ça vintage maintenant qu'on est. Oh bah oui. Hein. En tout cas, tu ne les fais pas et je suis très heureux de te recevoir dans l'émission du Bonheur. Donc tu es né à Saint-Amand-Montron, dans le département du Cher, région Centre-Val de Loire, la région des châteaux. Ouais. Quel souvenir tu as de cette enfance justement? Bah, en fait, j'ai été beaucoup entouré de belles pierres dans toute ma petite enfance. Que ça soit à Saint-Amand et ensuite sur Versailles, parce que j'ai habité Versailles juste après. Et ça m'a marqué profondément. Et je crois que d'ailleurs, c'est ce qui m'a amené, alors ça paraît bizarre, c'est ce qui m'a amené vers l'espagnol. Parce que j'ai retrouvé, notamment dans les poésies de Pablo Neruda, la fascination des pierres et de l'histoire, et de la racine, de la civilisation humaine, etc. Et ça m'a amené vers l'espagnol, et l'espagnol m'a amené vers la chanson, il m'a amené vers la musique aussi, parce que j'ai commencé la musique avec la flûte de Pan, parce que j'écoutais beaucoup de musique des Andes. Enfin bref, pour dire qu'en fait... au départ, j'ai pas trop fait attention à ça, à cette dimension de l'enfance et de l'environnement dans lequel j'étais. Et je me suis aperçu que ça avait joué énormément sur mon avenir. En tout cas, tu aimes l'architecture, parce que tu es vraiment né dans l'histoire de France, on va dire. Et il paraît que tu étais un enfant plutôt turbulent. Ouais. Hein? Ouais, c'est vrai. Bah, ma mère m'a mis très très tôt au judo parce qu'elle s'est dit qu'il fallait que je canalise une certaine agressivité que j'ai toujours. Hein, je suis toujours. Ah bon? Ouais, j'ai toujours. La balance? Ouais, il y a deux personnages pendant des années. J'ai vraiment essayé de mettre le deuxième personnage de côté. Il m'est revenu dans le visage de façon très violente, comme ça s'est manifesté artistiquement il y a quelques années. Mais ouais, je me bagarrais tout le temps. Honnêtement, je me bagarrais tout le temps. Alors c'était gentil, hein, c'était des bagarres de gamins, mais ma mère voulait pas que ça dégénère, donc elle a fait en sorte que j'apprenne à contrôler mes émotions qui sont fortes. Et je pense que ça a plutôt bien marché. Avec le temps, ça s'agit, hein, on dit toujours. Pareil. Ta maman t'offre en fait une flûte de Pan. Ainsi, tu avais commencé très jeune, à 15 ans. Après, tu t'es mis au piano pour travailler en harmonie. Et avec la suite, la guitare. En fait, tu voulais aussi être professeur de musique et particulièrement de jazz. Tu as habité à Grenoble pour suivre tes études de commerce international et même employé de banque à Cannes avant de monter à Paris avec ta guitare. Pourquoi ce parcours? Qu'est-ce qui t'a permis en fait exactement de chambouler tout ça un petit peu? Un peu comme tout le monde, j'en sais rien, mais moi, quand j'étais plus jeune, voilà, on disait la musique c'est bien, mais ça va être difficile. Donc, essaye d'aller le plus loin possible dans tes études pour avoir un minimum de bagages. Et en réalité, tes parents ont voulu essayer de m'ont inculqué, ouais. Et ils avaient raison d'ailleurs. Hein. Oui. Mais la vraie raison de tout ça, c'est que à un moment donné, il faut que tu tranches. Et quand tu tranches, enfin moi en tout cas ça a été comme ça, tu peux plus faire machine arrière. C'est-à-dire que je suis allé le plus loin possible dans ce qui était raisonnable, jusqu'à me retrouver à plus le supporter en fait, et au lieu de faire mes études tranquillement et de faire mes stages à l'étranger en étant commercial, et je partais à l'étranger, mais je faisais de la musique, je me retrouvais les week-ends dans des troupes de danse, et là je me suis dit waouh, non, il va falloir vraiment que j'aille dans la musique à fond la caisse. Je pense que ça a été
important pour moi d'aller au bout de ça, d'être le plus possible, entre guillemets, dans le raisonnable pour m'apercevoir que j'étais pas du tout fait pour ça. Et je l'ai réitéré plus tard. Justement, on va en parler par la suite. Donc, tu écris des chansons complètement différentes au premier single, Emmène-moi, en parallèle des études. Tu commences avec Jacques Martin. Tu as porté les récompenses aux artistes. Tu as enregistré le samedi pour une diffusion le dimanche. Quel souvenir, justement, as-tu avec Jacques Martin et ses émissions? Parce que c'était emblématique. Entre Le Monde à vous et puis... pas Le Monde à vous, c'était... Dimanche Martin. Dimanche Martin. Il y avait l'École des fans. Il y avait Le Dimanche est à vous. Tout à fait. Ça fait un drôle d'effet de passer derrière l'écran, quoi. Même si t'es pas artiste. Alors, c'est ça aussi qui est fantastique. C'est que, honnêtement, ça faisait un moment que j'essayais de faire mon trou, comme on dit, et ça marchait pas. Je passais des auditions, ça marchait pas. Et donc, effectivement, je me suis dit, bon, voilà, je vais être prof de musique, j'adore ça, je vais rester dans la musique. Il faut que je fasse des études pour ça parce que j'étais pas au niveau. Donc, j'avais une bourse d'études et en faisant des auditions, en chantant à droite à gauche, en faisant des boulots d'été, je rencontre des gens qui travaillaient un peu dans la télé, qui m'ont dit, voilà, il y a un poste qui se libère, j'y vais. En fait, le jour où je prends mon poste, on me propose de faire un disque et j'y croyais pas du tout. Mais j'ai continué à travailler chez Jacques Martin. Et c'est vrai que ça a été une belle école parce que quand tu quittes tout pour être artiste et tu dis à tout le monde que tu vas y arriver et qu'en fait, tu amènes les récompenses aux artistes qui sont arrivés, soit ça te démolit, soit ça te renforce. Et je pense que ça m'a renforcé. Et ce qui est complètement dingue, c'est que le jour où je vais chercher ce boulot, on m'offre la possibilité de faire carrière dans la chanson. C'est ça qui est et qu'au moment où on me le propose, j'y crois pas. Ce qui est quand même étrange, parce que en fait, je me bats pour y arriver, et au moment où je peux y arriver, je dis non. Comme quoi, le cerveau, il est spécial. Hein. Oui. Donc, je passe une audition, et là, on enregistre Emmène-moi, et voilà, ça part. Je continue à travailler jusqu'à ce que Jacques Martin dise, voilà, va falloir peut-être te mettre dans la peau de l'artiste, plutôt que d'apporter les récompenses. Tu vas descendre le grand escalier, et puis tu vas commencer. Il t'a poussé, Jacques Martin, en fait. Ça m'a énormément aidé. Il t'a poussé lui-même aussi, enfin, il trouvait ça extraordinaire, en fait. Extraordinaire. Ouais, parce que c'était quelqu'un qui adorait les artistes, hein. Oui, franchement, honnêtement, et toutes sortes d'artistes, hein. Pour les jeunes, pour les moins jeunes, enfin, il était à fond, musique à fond. Et il a trouvé ça extraordinaire quand il a appris que j'étais le groom et que je chantais et que ça... Il a dit waouh, et il en a fait des tonnes parce que voilà, en plus il avait une certaine fierté. Oui. Et honnêtement, c'est vrai que lui m'a vraiment propulsé du jour au lendemain, d'un week-end à l'autre, on va dire. Ah oui. Ma vie a basculé. Ouais. Tout en continuant Groom et tout en commençant justement ce single qui en fait c'était la radio, la télé, les journaux, c'était la promo à plein temps. Ouais. Oui, c'était. J'ai pas eu le temps de me rendre compte parce que on était parti sur un single et ça a tellement marché que il a fallu faire un album qui n'était pas là. Ce single, en fait, Emmène-moi a eu un tel succès, 500 000 exemplaires, c'est ça, hein. Le plus difficile, en fait, c'était d'évoluer selon tes inspirations, la production ne voulant pas prendre de risques. T'as surchargé peut-être aussi. Comment pour ce single, en fait, par la suite, t'as Lola, Histoire d'une femme d'Argentine. Mais comment ça s'est passé, en fait, exactement parce que ça a été très difficile. Ça a été tellement rapide que tout le monde a été surpris. Donc, j'ai eu énormément de liberté, contrairement à mes petits camarades de l'époque. Parce que j'étais dans une équipe qui n'avait jamais connu cette dimension. Et surtout qu'on devait tout faire, on devait tout créer. Et il n'y avait pas d'idée préconçue. Voilà. Moi, quand je suis arrivé, c'était pour trouver un job, pas pour être artiste. Et l'équipe qui m'a reçu, elle a enregistré un truc, mais elle ne s'attendait pas à ce que ça cartonne. Et surtout que je sois soutenu comme ça par Jacques Martin, par exemple, qui a tout fait exploser. Donc, on m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je dis, moi, je reviens d'Argentine, j'aimerais faire des choses en espagnol, un peu Latin lover. Ok, vas-y. Les clips, on fait quoi? Je sais pas, j'aimerais partir à La Havane, au Mexique. Ok, on y va. Donc, tout était dans la liberté, mais j'étais quand même dans une volonté de séduction. Donc, j'étais vraiment dans la séduction. Je voulais faire des choses pour qu'on m'aime. Aimer et qu'on m'aime. J'avais tellement besoin d'amour. Sauf que ça a tellement marché que pour après faire autre chose, c'était impossible. C'est-à-dire que cette équipe qui avait engrangé beaucoup d'argent et beaucoup de monde, elle voulait pas que je change de direction. Alors que moi, j'avais envie d'essayer d'autres choses. À la base, je suis un musicien, je suis pas juste pour faire de la télé. Et une production, elle veut que tout fonctionne le plus longtemps possible. Elle te formate? En fait, je me suis auto-formaté. Oui. C'est moi-même qui me suis créé ce personnage propre sur lui. On m'a dit comment tu veux t'habiller.
Donnez-moi des costumes sur mesure. Ouais. On me donnait des costumes sur mesure. Super. Après, je suis parti au Canada. On est parti vraiment sur le côté Latin Lover. Je me suis laissé pousser les cheveux. J'étais vraiment latin. Mais pour après faire autre chose, c'est compliqué. Oui. Parce qu'ils voient que ça marche. Les gens, ils attendent ça aussi. Bien sûr. Sauf que moi, dans ma tête, j'étais dans autre chose. Et surtout, j'ai senti que cette liberté que j'avais au début était plus là du tout. Là, vraiment, il commençait à y avoir une machine, un rouleau compresseur qui allait me dire ce qu'il fallait que je fasse, comment il fallait que je fasse, et que j'avais pas le droit d'aller ailleurs. Tout était un petit peu calculé et minuté. Et pour tout ça, tu es parti à l'étranger justement pour faire des pauses en incognito. C'était un peu facile ou pas facile? C'est toi qui as décidé ou c'est la production? De toute façon, ils n'avaient peut-être pas le choix, la production à l'époque. Non, moi j'ai décidé d'arrêter de travailler avec eux. Ils m'ont attaqué en justice. Ça a duré 1 an et demi de procès. Ça a été quelque chose. Je me suis défendu. Ça a été très très violent. Ça a été très violent parce que j'étais ultra connu, j'avais plein d'argent, j'en avais qu'une envie, c'est de continuer dans ce métier-là. Sauf que j'avais un procès, donc je pouvais m'associer avec personne parce que j'étais encore sous contrat. Vous pouvez pas travailler ailleurs. Non seulement ma liberté artistique de créatrice avait été bloquée, j'ai voulu m'en libérer, c'était encore pire parce que je pouvais même plus me présenter et travailler avec d'autres personnes parce que ça les mettait en danger. On me l'a bien fait comprendre d'ailleurs. Et ça a été très très violent. Par contre, encore une fois, heureusement que j'ai vécu ça parce que je me suis rendu compte que j'étais pas dépendant. Oui. Je pouvais aussi prendre une indépendance que j'avais même pas imaginée. Et c'est là que j'ai autoproduit mon 2e album. Alors justement, avant tout ça, tu as aussi Génération Boys Band. C'est après, c'est longtemps après. C'est longtemps après, ouais, Génération. Longtemps après. En fait, toujours d'actualité, vous êtes un produit commercial, on fabrique une star. À 26 ans, c'est compliqué. Vous êtes mis des barrières, comme on dit justement. La production vous a mis des barrières aussi. Comment t'as vécu justement? Est-ce qu'aujourd'hui, on referait ça? Est-ce que c'est difficile aujourd'hui plus que hier? Pour un artiste? Ouais. Je sais pas du tout. Honnêtement, en ce moment, j'apprends ce métier. Hein. Ouais. J'apprends les réseaux, j'apprends une nouvelle indépendance, mais aussi de nouvelles responsabilités. Tout dépend de mes idées, du côté intelligent du truc. Je sais pas du tout si c'est plus difficile maintenant qu'avant. Je sais juste qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir beaucoup plus de liberté qu'avant. Ça, c'est sûr. On n'est pas obligé de louer des studios à 1 million, tu vois, avec des bandes magnétiques. Et on a la chance d'avoir les réseaux. Là, il y a les réseaux pour la com. C'est-à-dire que t'es pas obligé de prendre des spots de pub qui coûtent je sais pas combien pareil. Donc, obligé de t'associer à d'autres personnes qui ne veulent que de l'argent. Tout à fait. Donc, en réalité... tout ce temps jusqu'à maintenant, mon vrai travail, ça a été d'être authentique. Et c'est super difficile. Oui. C'est super difficile. Pourquoi? Parce que tu veux que ça fonctionne. Ouais. Donc, tu es toujours entre deux trucs. Tu veux que ça fonctionne, tu vois bien ce qui fonctionne, mais c'est pas toi. S'adapter. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de suivre le mouvement, ça marche pas. Je le sens pas, et puis je vois que ça fonctionne pas. Et puis, on est sur un côté réseau où, en fait, tout est faux. Ouais. Mais tu te rends compte que les gens te suivent quand t'es vrai. Et c'est très compliqué. Et ça, je m'en suis rendu compte avec mon 4e album, Reprends les armes, où j'en ai fait qu'à ma tête. J'ai fait que ce qui me passait par la tête. J'ai jamais eu autant de ferveur comme ça. Et c'est très compliqué, en fait, d'assumer qu'on peut plaire juste parce qu'on est. Tu vois, par ce qu'on fait, par ses émotions. T'as envie de plaire, tu vois. Comme je disais au début, j'étais dans une volonté de séduction. Maintenant, mon vrai travail, c'est à chaque fois de me dire qu'est-ce que tu veux réellement. Je veux que les gens, ils ressentent des émotions. Je veux que les gens soient heureux, soient vivifiés, ils aient la rage de vivre. À chaque fois que je poste un truc, maintenant, je me dis ça. À chaque fois que j'écris une chanson, maintenant, je me dis ça. Mais c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Ouais. On apprend tous les jours. Tu devais sortir un single Vivre sans elle, la production n'était pas d'accord, le succès des boys bands commençait à baisser, du coup, et plutôt dans la musique latino avec Lola. Ouais. Lola, ça a été un carton en fait. La production refuse de vivre sans elle. Ouais. Tu perds la promo de la radio ainsi que Lola est passée à la télé. Ouais. Tu enchaînes les promos comme dans l'émission de Hit Machine.
avec Charlie et Lulu, animateurs tous les deux, qui étaient, c'est des icônes. Ils nous manquent en tout cas. C'était comme des concerts en fait. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que c'était une promotion à la fois et il fallait être aussi un petit peu acteur sur cette scène. Tu vibrais en fait parce que c'était une émission à la fois, mais tu avais l'impression d'être dans un zénith. Ouais, alors je me rappelle très très bien de la première fois où j'ai fait Hit Machine. Ça a pas été, je crois que ça a été ma première télé musicale, hein, vraiment. J'ai rien entendu de la musique. Ah bon? J'ai rien entendu. C'est-à-dire que quand je suis sorti du plateau, j'avais plus de voix tellement j'avais hurlé dans le micro, tellement les gens hurlaient sur ma chanson. Ça a été un truc, je me dis, mais comment je vais faire? Je peux pas faire toutes les télés comme ça, je vais devenir aphone, sourd. Et là, ça a été le début d'un phénomène d'hystérie que j'avais pas du tout appréhendé. Ça a été fantastique, ouais. Mais pour la petite histoire, effectivement, comme c'était une production qu'elle n'avait pas d'expérience, elle a fait aussi des erreurs. C'est ce que t'expliquais par rapport à Vivre sans elle. On a commencé à lancer Vivre sans elle, c'est rentré en radio, ils ont fait non, finalement on va pas faire Vivre sans elle, on va faire Lola. Les radios ils ont fait d'accord, on s'embarque sur quelque chose, après on nous dit que c'est pas ça, donc ils nous ont complètement boycottés. Mais par contre, j'ai fait énormément de télé sur Lola, hein, et c'est là que l'image en fait a pris le relais sur la musique, même si la musique, je pense, avait quand même elle avait une source quand même qui était bonne. Mais on me connaissait plus en télé que à la radio. Qu'à la radio. C'est extraordinaire. Ça a été marrant, ça a été marrant. Heureusement que la télé a été là parce que ça m'a permis aussi de faire aussi Sognard, qui est ensuite parti au Canada, parce qu'on tournait pas du tout en radio, quoi. Donc les gens, on se rappelle de Lola, mais en fait, il y a très peu de chances qu'ils l'ont entendu en radio, ils l'ont surtout vu à la télé. À la télé, tout à fait, dans les émissions. Il y avait Patrick Sébastien, je crois. Il y avait aussi, il y a énormément Champs-Élysées aussi, si je ne m'abuse. Alors non, il n'y avait pas. Moi, c'était les années tubes. Les années tubes, tout ça. C'était les années tubes, exactement. La fureur. Exactement. Oh, la fureur, c'était fantastique. La fureur. Et il paraît qu'on t'appelait Ricky Martin français. Il y a eu aussi David Charvet. Et Tom Cruise, c'est surnom t'a-t-il permis de faire en fait des concerts plus tard et des galas, parce qu'en fait on t'a un petit peu pris pour le Ricky Martin, le David Charvet, le Tom Cruise. Et c'est vrai que quand on regarde les photos, il y avait un truc, il y avait un truc. Ça, voilà, on a tous un peu des familles, on va dire, auxquelles on ressemble. Je sais pas si ça m'a aidé. Je sais que moi, j'ai vu Ricky Martin arriver. J'étais dans les coulisses de Jacques Martin et j'ai vu comment il se donnait, comme il avait ce charisme qu'il avait. Il avait un Donc, c'est vrai que quand, si jamais je suis un peu comparé à lui, je me dis, ça va, il y a pire dans la vie. Tom Cruise, c'est pareil, et David Charvet aussi. Je vais pas me plaindre. C'est top. 3 personnages, 3 hommes formidables comme toi et qui sont authentiques. Ça, c'est important de le dire. Cette chanson, Emmène-moi, c'était une autre époque, une vie de folie. Tu es disque d'or, en fait, plus de 100 000 exemplaires. Mais tu avais besoin d'être aimé. Y avait-il un mal-être, en fait, aujourd'hui? C'est plus une reconnaissance que... Est-ce que la musique avant tout? Ou est-ce qu'il y avait besoin de reconnaissance? Alors, la musique avant tout, même si mon besoin d'amour m'aveuglait tellement que je ne m'en rendais pas tant compte que ça, mais tous mes actes le prouvent. Hein. J'ai jamais pu laisser tomber la musique, ou en tout cas, j'ai jamais pu travestir ce que je faisais. J'ai essayé, hein. Oui. Dieu sait que j'ai essayé, parce que des fois, quand t'es vraiment dans la merde et que t'as vu que ça fonctionnait de folie quelques années avant, t'as envie de te dire, je vais peut-être arrêter le rock et puis je vais peut-être faire un truc qui plaît plus aux gens, parce que là, je suis en galère, je suis en interdit bancaire, je joue dans des caves, et puis le jour, je travaille. Il y a un moment, je n'y suis pas arrivé. Donc voilà. Après, je me rappelle même plus quelle est ta question tellement je suis dans l'émission. Je me revoyais en train de jouer le soir, quoi, là, en ce moment. En fait, c'est surtout que tu avais un besoin d'être aimé, d'être assuré. Ouais. Mais toujours. Mais t'as toujours besoin. Toujours. Parce que tu as un fan club, tu as toujours des gens qui te suivent, et puis tu as des nouvelles personnes qui te découvrent aussi. Comme j'ai trouvé une formule il n'y a pas longtemps, je me disais franchement, si j'avais pas besoin d'être aimé, je me serais pas pris la tête comme ça. Je veux dire que j'aurais une vie tranquille, je serais bien dans mes baskets, j'aurais pas pris tous ces risques, j'aurais pas été déchiré dans des trucs forts. Alors il y a des tourbillons qui sont positifs, d'autres qui sont nettement moins bon. J'aurais pas été dans le doute comme je le suis encore aujourd'hui. Voilà, c'est les choses qui nous font grandir.
Ouais. Et puis, honnêtement, c'est le travail sur soi. Oui, ça, c'est le plus important. Le travail sur soi, alors, je sais pas si je vais dans la bonne direction, mais en tout cas, c'est une aventure extraordinaire. Et je pense que vraiment, ce qui a changé, c'est ça. C'est qu'à un moment, je me suis dit, bon, bah, mec, il va falloir travailler sur toi parce que là, c'est n'importe quoi. Tu sais même pas qui tu es, tu ne sais même pas ce que tu veux faire, tu sais même pas pourquoi. Donc, il y a eu un gros travail que je fais encore, hein, tous les jours. J'essaye de vraiment comprendre comment ça fonctionne et ne pas prendre de pseudo-raccourcis pour arriver à mes objectifs parce que je sais que ça sert à rien maintenant. Le travail sur soi, franchement, c'est quelque chose qui est capital que tout le monde devrait faire. Mais ouais, mais carrément. Quoi. De comprendre ce qu'on est, qu'est-ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qu'on veut faire. Ça prend du temps, hein, parce que tu le découvres assez tôt, hein, ce que tu veux vraiment. Bien sûr. Mais avant de l'assumer, de l'intégrer, de l'incarner, oh là là, vraiment, en tout cas, ça prend du temps. En tout cas, en 2001, tu t'auto-produis pour un deuxième album, Soupir. Ouais. T'es auteur, compositeur, interprète. Cet album, c'est un style folk en fait, notamment au Québec justement. Tu en parlais tout à l'heure. Tu es disque de platine. Ouais. En 2007, tu signes avec le label indépendant Banzai Music pour l'album Théo. Tu montes un groupe Théo Group. Tu te produis aussi au concert Soliday. Ouais. Tu gagnes une prestation à la fois une chanson. Tu reconnais aussi la garde, le silence, cette présence en fait sur scène. Qu'est-ce que tu t'en détermines exactement aujourd'hui de ce groupe ? En fait, ça m'a fait vraiment du bien parce que je me suis retrouvé... Alors, il faut recheminer le truc. Hein. J'étais en 98 superstar, je faisais des concerts, laisse tomber, je voyais même pas le bout des gens tellement il y avait du monde. Bah, t'étais le boss boy tout seul. Ouais, ça cartonnait partout dans la francophonie, partout où j'allais, où on me connaissait, enfin, bref. Et quelques années après, je me retrouve à jouer dans des cafcons obscurs pour 40 personnes qui se demandaient ce qui se passait. Mais là, le plaisir que j'ai eu à jouer là, j'ai rarement eu ce plaisir en étant sur scène pendant l'époque d'Emmène-moi. C'est pas parce que c'était moins bien, c'est parce que ce que je disais tout à l'heure, il y a eu un cheminement dans ma tête. Ouais. Et pendant la période de Théo Group et de l'album Théo, je m'appelais plus Alan Théo. Donc j'ai supprimé Alan Théo et c'est pour ça d'ailleurs aussi que j'ai monté un groupe pour pouvoir faire ma musique et être pris au sérieux sans qu'on dise c'est Alan Théo, qu'est-ce qu'il fait là, enfin bref. Oui, tu te cachais même sur les concerts, il fallait pas que le producteur ou le réalisateur sache. Ça a été fantastique à vivre parce que quelque chose qu'on m'avait dit il y a super longtemps quand j'ai été en procès, on m'a dit de toute façon la musique tu la perdras jamais, j'y croyais pas. J'étais tellement dans une dépression que je me suis dit comment je vais faire pour revivre ça. Et quelques années après, je me retrouve à jouer des nouvelles chansons qu'on avait répétées la veille avec mon groupe. Je savais même pas si ça allait plaire. Les gens, ils étaient comme ça. Je me retrouvais à la fin du concert à genoux, en sueur, avec tout le groupe qui... Ça a été fantastique. Une reconstruction. Sans que les gens sachent que j'étais Alan Théo. On donnait des flyers. On faisait suffisamment de son pour que ça sorte du café, les gens rentraient, ils consommaient, c'est comme ça qu'on avait notre paye. On touchait rien, hein, on buvait une bière, c'était cramé. Mais le plaisir de faire une musique comme ça, qui sorte et que les gens la reçoivent, et en plus être porté par un groupe, ça a été vraiment fantastique. Ça a été vraiment mes plus belles années de musique. Ah oui. Jusqu'à maintenant, elles en font partie. Ouais. T'as même eu un réalisateur qui a dit mais attends c'est toi là. Parce qu'on faisait des concours, des tremplins rock, tu vois, des tremplins rock et on avait gagné sur un concours pour jouer à Solidays. T'imagines le truc. Et Solidays tout de suite c'est plus une cave, tu vois, c'est une scène énorme avec du son de fou. C'est hyper important Solidays. Voilà. Et le régisseur de Solidays me reconnaît parce que c'est avec lui que je faisais mes concerts à l'époque sur Emmène-moi. Et ça a été vraiment une reconstruction pour moi. Ça m'a fait un bien fou. Monter un groupe, c'était important pour toi? Ouais, parce que je voulais plus être tout seul. Ouais. Et puis je me suis vite aperçu, d'ailleurs, quand on a fait l'album Théo avec mon pote Antoine, je me suis vite aperçu qu'à deux, on avait beaucoup plus d'idées et que on pouvait éliminer des choses. C'est-à-dire qu'on en avait beaucoup trop. Donc, il y avait juste à éliminer et prendre les bonnes. Et j'étais tellement fier de cet album que je lui dis, écoute, ça serait bien qu'on monte un groupe. Et on a monté un groupe avec des
connaissance. Oui. On n'a même pas joué ensemble au début. On s'est rencontrés les uns les autres dans des cafés, on discutait, on échangeait, on dit bon, on y va. Et après, on s'est retrouvés et c'est avéré qu'on s'est jamais trompé. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait passer d'audition. On s'est jamais trompé en se connectant avec les gens. C'est génial. Quand ils jouaient, c'était bon, quoi. Et pourtant, c'était pas si facile que ça. Vous étiez en osmose, en tout cas, c'était un rêve. Et je dirais bien Bernard Tapie qui disait souvent, même si tu n'as pas réussi ou quoi, le principal, c'est de l'avoir fait. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, je voudrais te faire écouter un petit message de quelqu'un que tu connais, que tu vas... Voilà, c'est ce petit message il m'en a parlé il y a 2 jours et j'ai trouvé ça génial. Écoutons ce message. C'est Jean-Pierre Savelli. Je sais qu'aujourd'hui, tu es sur le plateau de la radio de mon ami Fred. Écoute, je voulais te rendre pas un petit hommage, mais juste dire que bon, quand on s'est rencontrés en 2019 à Épeigne pour les chanteurs de l'espoir, on a parlé un petit peu tous les deux, on a parlé sport, j'ai vu que tu étais un grand sportif, tu t'entraînes tous les jours, ça c'est super. Moi qui suis avec une femme très sportive, j'apprécie ça aussi. On a parlé chansons, j'ai dit que ma fille s'appelait Lola, donc bien sûr ta chanson Lola, ça nous a marqué. Bon, emmène-moi, on n'en parle même pas, hein. Je sais plus combien de centaines de milliers de 45 tours tu as vendu ou de singles. J'apprécie ton côté compositeur. Voilà, je te vois souvent sur le net avec ta guitare, ton ordi, tu enregistres, tu fais plein de choses. Et c'est bien, voilà, tu as eu gros succès, tu fais toujours beaucoup de choses. Et j'apprécie le garçon, je te trouve très très sympa. Et je te souhaite beaucoup de chance donc pour ton nouveau titre, Un monde à nous. Voilà, très bonne émission à toi et à bientôt. Merci beaucoup Jean-Pierre. Cool, cool. J'ai retrouvé une photo, voilà, cette petite photo que vous voyez tous sur l'écran. Jean-Pierre Savelli, merci beaucoup, qui était là la semaine dernière et qui a sorti son livre Regarde, le jour se lève. C'est une autobiographie avec plein de souvenirs sur tout ce qu'il a pu justement vivre et qui nous fait encore vibrer sur ses tournées en France. Voilà, donc alors Jean-Pierre, vous avez... ça fait plaisir. C'est vraiment, ouais, parce que... voilà, il y a un vrai respect pour l'artiste et puis pour sa maturité. Et puis, il est là depuis bien avant moi. Donc, être comme ça, adoubé, en tout cas, apprécié, ouais, tu te dis, bah, voilà, on a envie de continuer. On se dit on fait partie d'une certaine famille de personnes qui respirent la joie. Ça c'est clair, hein, lui il respire la joie, il a toujours la passion, il est positif, je me rappelle très très bien, on a parlé, on a rigolé, enfin bref c'était un bon moment. Donc ouais, c'est cool, continuons, avançons. J'ai hâte qu'on se retrouve. En tout cas, Jean-Pierre, merci, je sais qu'il nous suit et sa femme aussi. Allez, sur un opus Reprends les armes, sorti le 16 mai 2011, versus un peu similaire à Matrix, je trouve, entre parenthèses. C'est vrai. Sur scène, tu es comme un gladiateur. C'est une reconnaissance du public pour toi? Ah ouais. Là, en fait, ça a été assez perturbant parce que, comme je disais... pendant des années, j'ai vraiment... en fait, de laisser remonter quelque chose de sombre. Voilà, et de complètement débrider et de faire ce qu'il ne faut pas faire. Parce que quand j'ai commencé à parler un peu de ce projet, je voulais vraiment... J'écoutais beaucoup de musique métal, beaucoup de rock, je pense, par tout ce que j'avais traversé, en fait, le procès, le fait d'être rejeté, le fait d'être bloqué, qu'on me bloque ma liberté, que je me retrouve à travailler, d'avoir été écarté comme ça du monde du travail et de nouveau rentrer dans le monde du travail, et j'y ai senti vraiment une forme de violence et d'oppression qui s'est accumulée avec ce que j'avais connu avant. Donc du coup, j'ai laissé sortir un personnage qui faisait ce qui ne devait pas se faire, violent, totalement torride, rien à voir avec ce que tu rien à voir avec ce personnage de séduction dans lequel j'étais. Pourquoi? Parce que j'étais persuadé que ça marcherait pas. J'étais persuadé que de toute façon en France, quelqu'un qui fait du métal en français, ça passerait nulle part, ni en télé ni en radio. En plus, si c'est Alan Théo, parce que j'allais reprendre mon nom. Depuis 10 ans, je m'en servais plus, mais là, je reprenais mon nom. C'était pas la peine. C'est-à-dire qu'on allait se foutre de moi, c'était mort. Mais, de toute
toujours un petit personnage dans la tête qui dit mais va au bout de ton truc, va au bout de ton truc. Donc j'ai fait cet album-là. Parallèlement à ça, je travaillais dans une banque pendant 2 ans et demi à peu près. Et je me suis dirigé vers le sud en me disant bah voilà que j'allais faire un travail qui n'avait rien à voir avec la musique, mais au moins je partirais avec un truc totalement lâché. T'es parti à Cannes. Et je l'ai mis, je suis parti près de Cannes et j'ai mis ça sur une plateforme de crowdfunding qui s'appelait My Major Company à l'époque. Tout à fait. Et là, il s'est passé vraiment ce que je pensais pas qu'il pouvait se passer, une ampleur pareille, j'aurais jamais imaginé, parce que les gens te voient à l'extérieur et bon, ouais, t'as l'Anteo, t'es connu, waouh, t'es connu. Ouais. Mais toi, t'es comme tout le monde. Donc, tu peux pas comprendre que le fait de te lâcher, déjà, bon, ça se fait pas trop en France, on n'est pas trop des gens qui pouvons nous lâcher, surtout pas en ce moment, mais bon, à l'époque, c'était déjà grave. Mais en plus, t'es à l'Anteo, quoi. En plus, tu représentes quelque chose de fixé, le gendre idéal, propre sur lui, qui a rien qui dépasse. Puis d'un seul coup, je me mets à tuer des gens, à hurler dans un micro. Oui, parce que voilà, à partir. Les clips étaient. Mais pourquoi ? Parce que je voulais vraiment faire un truc qui se faisait pas. Pourquoi je le faisais ? Parce que je pensais que ça allait pas marcher. Donc j'avais plus la pression du succès. Je voulais m'éclater. Je voulais faire un truc que j'aurais voulu moi voir. Ouais, j'aurais voulu que quelqu'un le fasse, que cette musique ultra violente, elle amène quelque chose, pas spécialement de négatif, mais de vrai. Tu vois, un truc lâché. Réel. Quoi. Et donc, j'ai commencé à faire des petites vidéos, mais bien à l'avance. Bien avant les teasings de... Je sais pas comment ça m'est venu. Je me suis dit, on va faire des petites vidéos pour intéresser les gens, pour leur présenter un personnage, le personnage qui s'est créé au fur et à mesure, Monsieur X. Et je me suis lâché complètement. Et là, les gens, ils sont éclatés. Il y avait tous ceux qui me détestaient et tous ceux qui m'adoraient, parce que comme moi, ils voulaient voir ça. Et j'ai été produit en 2 mois, en plein été. En plus, tout le monde était en vacances. En 2 mois, on m'appelle, bah voilà, ton album est produit. Toutes les télés sont venues me voir. Tu te rends compte que quand tu te dis ça va pas marcher, de toute façon, c'est même pas la peine. Alors que ça faisait des années que je voulais que ça marche. Toutes les télés sont venues. M6, tout le monde, TF1, tout le monde est venu me filmer à Cannes, il a pété un câble, qu'est-ce qu'il fait ? Et ça a fait tellement de buzz que bah voilà, je suis reparti sur Paris et j'ai redémarré une carrière qui n'avait rien à voir. Donc entre 2015 et 2019, tu crées un groupe intitulé The Stern, c'est ça, qui deviendra Orchestra suite à un album électro accompagné d'une orchestre symphonique. Ouais. Alors ça, c'est un projet avec une violoniste, Cécilia Rollin. Ouais. Pourquoi ce mélange de styles, en fait ? Bah après Reprends les armes, qui était vraiment super dark, super violent, super ironique sur ma situation. Oui, je me foutais de moi-même. T'étais précurseur déjà. Ouais, mais je me suis dit bon, alors ok, là je suis rentré dans quelque chose de très sombre, mais j'ai toujours ce truc où j'ai envie d'amener vers la lumière, moi. Ouais. Je pense que c'est un réflexe conditionné. Donc je me suis dit comment je pourrais prendre cette énergie d'autodestruction et la transformer en rage de vivre. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai créé The Stern, qui mélangeait en fait cette énergie sombre, mais en même temps avec une certaine élégance et cette énergie de musique épique, tu vois, du symphonique. Je voulais que ça soit un projet épique, énorme, mais ça a été tellement énorme que j'ai pas du tout pu faire ce que je voulais faire. C'était too much. À ce point-là. Ouais, c'était too much parce que je me suis retrouvé tout seul à devoir gérer un orchestre symphonique, l'ingénieur du son, les lumières, les costumes, les répétitions. Mais laisse tomber, c'est pas possible. Il m'aurait fallu un régisseur, il m'aurait fallu toute une équipe pour pouvoir monter un truc pareil. Alors on a quand même fait un concert, qui a été assez difficile parce que justement il fallait tout jongler. Je me suis dit bon, là maintenant il va falloir que j'apprenne ce nouveau métier, que j'arrête d'être tout seul et que je sois épaulé. Et pour être épaulé, il faut que je commence à recréer une image, une équipe. Et puis aussi que je sache ce que je veux faire, où je veux aller et pas partir dans tous les sens sans réfléchir et intéresser aussi bien les gens que des producteurs à mes projets. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes qui veulent justement, aux chanteurs ou quoi, qu'est-ce que tu pourrais leur dire justement par rapport à ton vécu ? Qu'est-ce qu'il faut, les clés ? Je pense que si j'avais les clés, je serais millionnaire et je serais star international. Donc je pense pas que je puisse être un bon conseilleur. Par contre, c'est clair qu'on est dans une époque où tu peux tout avoir. Tu peux tout faire, tu peux tout apprendre. Moi, j'ai appris à mixer, à réaliser grâce à Internet. J'apprends même à chanter grâce à Internet.
Je fais des progrès comme j'ai jamais fait de ma vie grâce à Internet. Donc là, maintenant, si tu veux apprendre à faire de la musique, à faire de la guitare, à produire ta musique sur un ordinateur et savoir comment faire du marketing en ligne, comment savoir faire un clip, etc., t'as tout. T'as tout. Alors qu'à l'époque, c'était un peu plus compliqué. Alors, ça c'est fantastique. C'est important. Aujourd'hui, on a vraiment les clés quand même de pouvoir avancer beaucoup plus vite. En 2015, tu fêtes tes 20 ans du phénomène Boys Band en France avec Philippe. Avec Franck. Philippe qui est malheureusement parti. Avec Franck, Chris. Donc c'était les To Be Free, exactement. Philippe, Adèle et Franck. Ouais. Tu l'as fait avec Franck Delay. Vous propose de faire une partie du groupe Génération Boys Band avec Chris Keller des G-Squad. Ouais. Marlon aussi, qui était Marlon, Gérard, Michael et Andrew. En février 2017, le groupe publie un titre inédit, Fan de toi, un spectacle musical intitulé Boys Band Forever, mise en scène par Hugo Rezeda et joué au théâtre Apollo de Paris. Ouais. Ça, c'est une revanche, c'est quoi? C'est un plaisir. En fait, comment ça s'est passé? C'est Franck qui est venu te chercher? Ouais, c'est Franck qui est venu me chercher alors que je sortais du projet Monsieur X, complètement déjanté, complètement dark. Voilà. Là, et en fait, je me suis dit que j'allais aller au bout du truc. C'est-à-dire, ok, d'accord, j'ai laissé remonter un côté négatif, dark, j'avais besoin de ça. Mais est-ce que j'assume aussi le côté positif? Est-ce que j'assume le fait de faire danser les gens? Est-ce que j'assume le fait d'être populaire dans le sens populaire pour les gens, tu vois? Et je me suis dit, ouais, bien sûr, j'ai envie d'être suffisamment libre pour le faire aussi, tu vois, et pas que. Pas que ça ou que ça, parce que toute ma vie, pratiquement, quand j'ai essayé de travailler avec des gens, on m'a toujours dit ce qu'il fallait faire. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et j'ai jamais suivi le truc, quoi. Alors, c'est peut-être pour ça que, voilà, je suis parti dans tous les sens. Mais je ne suis pas capable de suivre juste une voie. Et là, j'avais un défi. Est-ce que tu es capable, après avoir fait tout ça, de revenir dans ton personnage Alan Théo, de rechanter parce que pendant 10 ans je chantais plus Emmène-moi, hein. On m'a proposé des tournées de Zénith que j'ai refusées à l'époque parce que j'étais avec mon groupe Théo et on jouait pour 40 personnes dans un café Cons. Donc tu vois le truc. Là je me suis dit waouh, est-ce que tu pourrais faire ça? Et je me suis dit ouais, ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien de digérer. En fait, c'était peut-être aussi de tourner une page en se disant ça y est, je vais tourner cette page aussi, de revenir sur quelque chose de révolu. Pendant longtemps, je pensais que j'étais soit l'un, soit l'autre. Soit Monsieur X, soit Alan Théo. C'est pas évident. Et en fait, je suis les deux. Oui. Je suis les deux. C'est les deux. Mais il m'a fallu faire les deux pour m'en apercevoir. Tant que j'étais que dans un seul personnage, je pouvais pas m'en rendre compte. Et maintenant, j'assume beaucoup plus. J'assume vraiment le truc, quoi. Avec le temps. Tu participes à une tournée de Zénith du spectacle Born in 90. Ouais. C'est une comédie musicale, c'est un retour aux sources, une génération qui vous réclame. Parce qu'on vous réclame. Et il faut le savoir que beaucoup de gens réclament le disco. Génération 80, elles ne sont jamais parties. Et pourquoi tu as quitté ce groupe, justement, Boys Band, par la suite? Parce que, alors la tournée, ça a été génial, ça m'a fait un bien fou. Ça m'a aussi montré quelles étaient mes limites. Hein. Il fallait que je travaille sur certaines choses, sur moi, sur ma présence sur scène, sur ma voix, bref. Et puis sur mon amour aussi d'être sur scène. Pourquoi j'ai quitté? Parce qu'en fait, ça a été génial de retrouver le sourire. Parce que tant que j'étais dans le rock, c'était pas trop souriant, tu vois. Donc j'ai retrouvé le sourire, le bonheur, de voir les gens heureux. Ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. Sauf que c'était toujours teinté de nostalgie. C'est-à-dire que le discours, c'était tout le temps « Ah, c'était mieux avant ». Oui. Bah non. Moi, je veux pas que ça soit mieux avant. Je pense que ça peut être bien aussi aujourd'hui. Mais si tu restes dans le passé tout le temps, t'avances pas. Tu restes dans le passé. Tu restes dans le passé. Alors il y en a qui arrivent. Et comme je disais tout à l'heure, des fois j'aimerais bien pas être comme je suis. Ça serait tellement plus simple. Mais non, j'y arrive pas. Donc je me suis dit bon. En plus, on était à la veille d'une pandémie qui nous a révélé tous les bienfaits de l'humanité. Et je me suis dit c'est pas possible. Il va falloir que j'amène quelque chose de positif, il va falloir que je me révolte, mais cette fois-ci pas me révolter dans le négatif, mais me révolter pour la lumière, parce que je pense qu'aujourd'hui,
C'est la vraie révolte, elle est là. Tout à fait. Gardez le côté positif, gardez le lien humain, gardez l'émotion, gardez le pur. Voilà. Ça, si tu te bats pas aujourd'hui, c'est même pas la peine. Faut garder des souvenirs, mais il faut pas être trop nostalgique. Bah, je pense, je sais pas ce qui, je vais pas dire ce qu'il faut, ce qu'il faut pas. Mais en tout cas, en tant que, voilà, média, c'est-à-dire que je transmets une émotion à travers ma musique et je pense que c'est ma seule vraie forme de communication. Le reste, je suis pas tellement bon, hein, honnêtement. Avec les gens, je suis pas tellement bon. Mais avec la musique, ça fonctionne. Voilà, ça a toujours fonctionné, ça fonctionne. Donc si moi, je peux amener du bien-être, si je peux amener des émotions, si je peux faire sentir aux gens qui sont vivants que on y va ensemble, on est ensemble, parce que c'est ça, hein, un concert. Hein. Tout à fait. On vibre tous sur le même rythme. On est tous dans la même énergie. On se dit pas, je vote pour ci, personne vote pour personne, personne n'est pour personne. Tout le monde est dans la musique, dans l'émotion, il ressent les choses, ceux qui en sont capables. Hein. Et on est tous ensemble, et moi j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'être entouré de bonheur, j'ai besoin d'être entouré de gens heureux, et pour qu'ils soient heureux, il faut que je sois heureux, et vice-versa. Donc j'en reviens toujours à cette histoire de travail sur soi. Mais en tout cas, voilà, moi, ma révolte, mon porte-étendard aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'ai besoin d'un porte-étendard, c'est ça. Je veux pouvoir insuffler quelque chose de positif dans les gens qui m'entourent. En tout cas, tu as quelque chose de très positif aussi, c'est parce que tu as joué justement en 2018, premier pas au théâtre. Oui. Dans une pièce d'histoire du Merle Blanc d'Alfred de Musset. Mmh. Après, en septembre 2018, toujours, tu joues dans un épisode Les Mystères de l'amour. Ouais, c'est vrai. Et tu joues ton propre rôle, en fait. Quel souvenir tu gardes de ces deux, surtout une pièce, on s'y attendait pas du tout de se retrouver avec Alfred de Musset. Non, c'est vrai. En fait, c'est le metteur en scène de la comédie musicale qu'on avait faite avec GBB qui faisait un monologue, parce que c'est pratiquement un monologue. Oui, c'est un monologue. Et il m'a dit, bah voilà, est-ce que ça te dit de m'accompagner en tant que musicien sur ce projet? J'ai fait OK, donc je suis parti sur un piano et j'ai écrit la musique pour tout le spectacle. Et à la fin, je joue un personnage aussi. Et il y a eu aussi Les Mystères de l'amour. Et là, en fait, c'est plus les gens autour de moi qui m'ont dit, ah mais il se passe quelque chose quand tu joues. Hein. On y croit, en fait. Il se passe quelque chose. Alors, moi, j'ai fait le conservatoire d'art dramatique, j'ai toujours aimé le théâtre, et puis même pour Orchestra, j'ai vraiment travaillé la dimension théâtrale parce que je devais réciter des textes de la littérature française. Voilà, je devais les jouer, les incarner. J'ai vraiment beaucoup travaillé dessus. Et en fait, il en est resté, une sorte de j'aime ça, j'aime jouer. Et c'est un retour que j'ai et je me dis, tiens, c'est intéressant, peut-être que je pourrais plus explorer ça. Je voudrais juste te dire, est-ce que tu serais prêt à refaire du théâtre ou faire une série télé? Je pencherais plus pour du théâtre. Du théâtre? Ouais, je pencherais plus pour du théâtre parce que la série télé, le peu que j'en connais, hein, mais de ce que j'en entends et de ce que j'en ai vécu, il y a énormément de coupures. Oui. Il y a énormément de coupures, tellement d'attentes. Ah oui. Tellement d'attentes. Puis c'est intense. Alors c'est intéressant de voir le résultat. Mais l'émotion pure, ça dépend. Moi honnêtement, personnellement, j'ai pas de conseil. Moi personnellement, je tendrais plus vers le théâtre parce qu'il y a un défi, parce que je suis moins bon. Je suis moins bon au théâtre parce qu'il faut projeter sa voix, il faut être capable de vraiment s'assumer, d'envoyer. Alors que quand tu es à l'image et que tu as un petit micro qui se voit pas, tu peux parler un peu pour toi, tu peux être comme là on est, tu vois. C'est beaucoup plus facile. C'est plus facile. Puis d'avoir des émotions dans ta voix, tout ça. Alors que quand tu dois porter ta voix, être présent, c'est une autre dimension. Mais le défi m'intéresse. Mais le défi, alors ça sera peut-être le prochain défi. Tu as participé à des concerts pour Alzheimer. Ça t'a touché. Je voudrais que tu me parles de ce témoignage, en fait, comment c'est un ami, en fait, qui t'a parlé de ça. À la date d'aujourd'hui, c'est quand même très important. Dernièrement, il y a eu un concert justement pour la fondation Alzheimer à Paris, à l'Olympia. Voilà. Comment t'as connu et comment t'as donné ce témoignage? C'est un artiste, Thierry Cadet, qui m'a contacté. Je sais plus comment, peut-être
Space à l'époque, oui. MySpace, qui m'a dit voilà, j'organise quelque chose parce que voilà, je suis très touché par la maladie d'Alzheimer dans sa famille. Et moi, honnêtement, je connaissais pas du tout cette maladie, cette pathologie. Et il m'a décrit ça et je me suis vraiment, ça m'a vraiment touché. C'était vraiment quelque chose de tellement atypique. Parce que quand on parle maladie, on parle tout de suite, il est malade, il est alité, puis il a mal ici, mais là, ça touche à la tête. Avant le physique, parce que ça touche aussi le physique, mais vraiment le choquant, enfin, ta communication avec l'autre est complètement perturbée. Et tu rentres dans un autre monde complètement décalé. Et j'ai trouvé, ça m'a vraiment touché, parce qu'il y a le côté humain, tu vois, c'est pas le corps, là, c'est l'esprit. Et donc, oui, j'ai participé à ce collectif. On a enregistré une chanson ensemble avec des gens adorables avec lesquels je suis encore en contact. D'ailleurs, on s'envoie des messages constamment. Non, c'était une belle rencontre et ça m'a éveillé sur quelque chose. Voilà, moi, honnêtement, j'ai jamais été confronté à ça. Dans ma famille, on connaît pas du tout. Eh ben, je te le souhaite pas. Et en fait, il faut se protéger de tout ça parce que dans nos jours, ces maladies surviennent plutôt avec un âge avancé, mais avec l'intelligence l'IA, en fait, l'intelligence artificielle, elle risque de se manifester plus tôt, qu'elle sensibilise avec nous envers. Donc, il faut se protéger et faire attention parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle arrive à grands pas. Les gens, en fait, on appuie sur un bouton, on fait plus rien. En fait, il faut savoir que le cerveau est un muscle et il faut surtout que tout ce qui est Alzheimer, il faut qu'on arrive à sauver cette maladie. Ça va pas être facile, mais on soutient en tout cas. Ouais. Ton actualité, Alan, c'est en 2023. Tu te consacres avec une carrière solo, dans une totale liberté. Voilà. Ouais. En 2024, tu publies un nouveau single, Guardalo, puis Sin Compromiso. Un compromiso. Voilà. Et Tuyo. Voilà. Et le dernier, Un monde à nous. Oui. Tu chantes le monde des rails, tu t'exprimes avec la peine, la sensibilité, l'amour et un cri d'alarme par rapport à notre terre. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? L'être humain, il y a un problème? En fait, comme je disais, j'essaye d'être au fur et à mesure du temps le plus vrai possible. Et donc, là, pour Un monde à nous, je me suis vraiment inspiré de ma vie, à savoir que je partage ma vie avec Julie, ma chérie, et qu'elle est très sensible à toute cette oppression qu'on vit. Voilà. Et elle a du mal à remonter la pente, elle a du mal à voir le positif et à avancer. Et moi, j'étais constamment, et je suis constamment en train de faire cette révolte dont je parlais tout à l'heure, la révolte lumineuse. Et il y avait cette dichotomie dans notre couple, et avec les événements récents, ça s'est empiré. Et quand j'ai eu cette mélodie qui est arrivée, je me suis dit, tiens, je vais écrire vraiment un truc vrai. Je vais vraiment, authentique. Ce qui se passe dans ma vie, vraiment, la réalité sans l'embellir. Être capable, de se rendre compte qu'on peut être entouré de gens qui sont amour, qui pensent comme nous. Et j'en reviens toujours au concert, mais pas uniquement, dans son couple aussi, ou dans sa famille, mais plus dans son couple. Parce que je pense que t'as beaucoup plus à construire dans ton couple que dans ta famille. En tout cas, c'est beaucoup plus facile de construire dans ton couple que dans ta famille, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Oui. Mais ça reste quand même difficile. Mais voilà, construire son monde à soi pour préserver la lumière, pour préserver le positif, parce que on dit c'est pas les événements qui déterminent les choses, c'est la façon dont tu réagis. Mais effectivement, si tu es entouré de gens heureux, si tu as la sensation de contribuer à ce bonheur, et si on te le renvoie, le monde a plus du tout la même saveur, c'est plus du tout la même obscurité, et la plus petite lumière soit-elle, elle vainc quand même l'obscurité, quoi qu'il en passe, puisqu'on la voit. Donc je suis rentré dedans à fond et j'ai senti vraiment, tu vois, autant que, comme tu disais, j'ai sorti plusieurs singles en solo, là, des trucs qui étaient très dansants, autant ce titre-là, j'ai senti que les gens, ils l'ont vraiment attrapé pour eux, quoi. Et j'ai eu beaucoup de soutien, même des soutiens de radio que j'avais pas avant. Il se passe quelque chose. Donc c'est le bon chemin et je me dis waouh, c'est super que pouvoir contribuer à ça. Tu chantes le monde, donc justement le monde à nous, mais en fait il déraille, mais c'est l'actualité. Oui, bien sûr. On est totalement entre l'être humain, entre tout ce qui se passe, les lois, les décrets. Enfin, on part vraiment, on marche sur la tête.
Alors après, c'est ça, on parlait tout à l'heure de comment ça peut être plus difficile ou plus facile aujourd'hui pour des artistes, mais c'est, je pense, plus difficile pour les hommes. Pourquoi ? Quand je parle des réseaux, quand je parle de l'information, parce que tu sais tout et son contraire. Tout à fait. En même temps, c'est à toi de faire le tri. Oui. Mais le problème, c'est que son contraire, des fois, c'est vraiment ce qui se passe. Alors que je pense qu'il y a une époque où on ne voyait pas ça. Non, on nous dit pas tout. On nous disait pas tout et on pouvait pas le savoir. Alors on nous dit toujours pas tout, on est d'accord, et on peut pas tout savoir. Mais, comme je disais, il y a des voix qui se lèvent et qui te, parfois, font tilt, et il y a des incohérences qui sont flagrantes. Alors qu'avant, c'était plus difficile de s'en rendre compte. Et du coup, la pression et cette espèce de retranchement entre cette espèce de machine qui te broie, qu'on appelle entre guillemets la société, mais c'est pas ça la société, mais toute cette espèce d'arcane, de structure qui est dévouée juste au bien-être de certaines personnes et qui font subir tellement de choses sur les autres, nous, que la pression est tellement forte, c'est super dur par rapport à avant. Enfin, moi en tout cas, j'ai pas eu la sensation à l'époque, quand je voyais mes parents, de voir dans quel état d'oppression et de panique on est aujourd'hui par rapport à ce qu'ils vivaient à l'époque. Non. Ils pouvaient se plaindre de leur patron, mais ça s'arrêtait là. Tu vois ? Oui, ils font que des conneries au gouvernement. Mais vous avez bien de la chance d'en être à ce niveau, parce que nous, c'est pas des conneries. Enfin bref, passons. Toute cette espèce j'ai la sensation que plus c'est facile, plus les problèmes superficiels se créent et se cristallisent. Et on se bat pour des choses tellement stupides, mais qui impliquent tellement de souffrance. C'est aberrant. Vraiment, moi je suis, j'ai la chance d'avoir un cerveau qui automatiquement se dirige vers le positif, et je pense que la musique m'aide énormément, et je pense qu'elle aide beaucoup de monde, la musique, oui, honnêtement. Mais mon média, c'est celui-là, c'est la musique, apporter de la lumière, parce que waouh, c'est chaud. C'est chaud. Ouais. Et comment tu vois l'avenir ? Je te parle pas que de toi. Bah oui. En général, tu la vois comment l'avenir entre moi, les écolos, il y a comment tu l'actu, et là on va parler d'actu. Comment tu la trouves ? Moi, j'ai la sensation qu'on est exactement sur le chemin de ce que j'ai pu lire dans les livres de science-fiction quand j'étais gamin. On est là, ce qu'on appelle la réalité. Ce qu'on appelle tout ce qui est dystopique et tout ça, mais on y va. Droit dans le mur. Il y a la couche de la bien-pensance, de tout ce qu'il faut faire, et tant que tu es dans le droit chemin, tout se passe bien. Et tu as les rebelles qui vont être dans les égouts, qui sont déjà là, tout à fait, qui se font d'ailleurs bien mettre dans les égouts. Et à un moment, il va y avoir révolution. À un moment, ça va péter, c'est sûr, parce que l'humain, il peut pas se contenter de ça, c'est pas possible. Comme on dit, les temps durs font les hommes durs, et qui font des temps faciles. Les temps faciles font les hommes faibles, et les hommes faibles font les temps durs. Et bah là, je pense qu'on est dans les hommes faibles. Alors, moi, je vais dire une chose, t'es un homme vraiment dur et vraiment fort, parce que tu as ressorti la version Deluxe édition du coffret Emmène-moi, et aussi le coffret Soupir, 3 volets aussi, avec un livret de 28 pages, l'autre c'était 16 pages. C'est une évidence de ressortir ces albums pour le public, en fait, le public en redemande. Tu publies aussi Poésie Nocturne, un recueil de poésie. C'est une suite logique pour toi ? En fait, c'est faire ce qui me passe par la tête, ce qui est possible. Tu vois, autant Emmène-moi, il n'avait jamais... il n'était pas disponible numériquement, Emmène-moi. Ah oui. L'album Emmène-moi n'était pas disponible numériquement parce que la production qui s'occupait de moi s'est cassé la gueule et a pas passé le pas du streaming. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Donc là, j'ai été, entre guillemets, on m'a dit, mais fais quelque chose. Mais moi, je suis chanteur, je suis pas... Puis là, je me dis, bon, allez, très, très poussé par ma chérie et par un ami qui s'appelle Lionel. Ils m'ont dit, allez, vas-y. Bon, allez, ok, d'accord, on va ressortir l'album en un mois. Et ça a été, les gens, ils se sont rués dessus comme des fous parce que, en plus, je le faisais physiquement.
Alors, je l'ai fait en streaming, mais je l'ai fait physiquement, avec la dédicace comme tu as eu là. Avec oui, le vrai objet, tu vois, j'ai sorti des versions que j'avais dans mes archives, des photos introuvables. Voilà, j'ai tout mis ça dans l'album. Les gens, ils étaient, enfin voilà, ils m'ont vraiment remercié. C'est moi qui les remercie pour ça. Et je continue là-dessus. Et Poésie Nocturne, c'était des poèmes que j'avais fait pendant l'époque de Monsieur X. De Monsieur X, pardon. Et voilà, un soir, on faisait la fête avec ma chérie et je lui fais lire. Elle me dit, faut faire quelque chose. Comme quoi, tu vois, hein. Ouais. Ça dépend avec qui t'es, hein, mon pote. Hein. Ça, je suis d'accord. Ça te change la vie. Ça change la vie. Ça te change la vie. Parce qu'elle t'enfonce vers le positif. Mais oui, c'est ça. Alors justement, après, tu as fait le salon de l'érotisme voilà. C'est quoi en 2012 avec Marc Dorcel. Ouais. Tu te retrouves nu devant 7000 personnes. C'est une œuvre. C'est quoi en fait? En fait, c'est le sens à l'esprit, on va dire. Là encore, c'est saisissant. Enfin, je me suis rendu compte qu'il y avait souvent dans ma vie des gens qui voyaient à l'avance où je pouvais aller, alors que moi, je ne le voyais pas du tout. Ils voyaient qui j'étais mieux que moi. Ouais. Et pendant Monsieur X, donc j'ai fait plein de vidéos, des vidéos qui étaient super chaudes. Et le salon de l'érotisme, c'est un salon qui tourne à travers toute la France. Tout à fait. Qui propose des shows érotiques, etc., avec des stripteaseurs, des stripteaseuses. Il m'a dit, voilà, on voudrait que tu viennes avec nous en tournée pour chanter et refaire sur scène ton clip. Mais voilà, comme tu le sens. Mais moi, c'est pas moi ça, je peux pas faire ça. Et encore une fois, le défi, je l'ai trouvé tellement extraordinaire. C'était tellement ce qu'il fallait pas faire que j'y suis allé. Et heureusement que j'y suis allé parce que ça m'a appris vraiment, pour le coup, une liberté incroyable et un plaisir de la scène. Parce que, voilà, quand tu chantes tes propres titres que t'as fait toi-même, t'arrives sur scène, tu fais un strip, tu te retrouves tout nu à hurler dans ton micro, il y a un avant et un après. Oui. Les peurs que j'avais, cette espèce de tension de vouloir tout maîtriser, tu sais ce que je te disais tout à l'heure, de vouloir plaire, etc. Là, mon pote, t'es tout nu, tu hurles ta chanson, tu peux rien maîtriser. Tu vois ce que je veux dire? T'es nu, quoi. Physiquement et mentalement, et t'es Alan Théo, tu chantes du métal et t'es nu devant des gens, waouh, où tu vas plus loin. En fait, Alan, t'aimes les défis. Complètement. T'aimes les défis, et puis j'ai vu dans une petite vidéo où justement t'expliquais une chose en disant oui, je me suis retrouvé nu, et quelqu'un te dit mais t'avais les tablettes de chocolat. Et j'adore cette réflexion où tu dis mais non, c'est pas de tablettes, c'est juste la télé. Qu'est-ce qu'on peut pas faire autrement aujourd'hui? On peut supprimer ou remettre les tablettes, hein, mais tu les as. Non mais voilà, après moi j'ai toujours fait du sport et c'est ce que disait Jean-Pierre Savelli. J'ai aussi il y avait aussi une histoire d'image parce que autant je voulais être un personnage violent, etc. Et autant j'aime toujours cette ambivalence. Ouais. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être quand même attiré par ce côté sombre? Sentir qu'il n'y a pas que ça, et en même temps avoir quelque chose de charnel dans quelque chose qui est pourtant froid. C'est d'ailleurs un peu le recueil Poésie Nocturne, c'est ça. Il y a un côté très dur et un côté très sensuel. Et j'aime bien mélanger les deux. J'aime bien évoquer des émotions, des trucs où on se pose des questions. Mais je suis plus ça ou je suis moins ça? C'est pour ça que je te dis, en ce moment, c'est très violent. Parce que si tu penses pas comme tout le monde, c'est la mort. C'est la mort assurée. Et moi, je ne vis que pour ça. Je ne vis que pour voir, mais me poser des questions et essayer d'être mélangé, tu vois, d'être une patte tu parlais du cerveau d'Alzheimer, cette espèce de cerveau, ce muscle qui voilà, par les défis, par le travail, par la surprise, doit s'adapter, voilà. Ouais. Et ça, j'adore ça. En tout cas, un monde à nous. C'est partout, on peut le retrouver partout, tout simplement. Tu es en tournée partout dans toute la France, en Belgique, du 24 mai au 13 septembre 2025. On sait que tu aimes la scène, tu aimes le public, tu as tes fans. En fait, le vécu t'inspire pour écrire aussi ces textes de chansons. Ouais. Et ça t'inspirera toujours pour toi? Beaucoup plus maintenant qu'avant. Avant, j'étais plus dans un idéal. J'avais cette envie d'apporter quelque chose de positif, mais je le vivais pas.
C'est-à-dire que je me projetais quelque chose à moi-même en me disant, oh, regardez, c'est beau, la vie, elle est belle. Et là, maintenant, je suis plus dans quelque chose de... La vie, elle est dure, ok. Il y a des choses qui sont difficiles, il y a des choses, je suis comme vous, je ressens, je suis un peu perturbé, je sais pas où j'en suis, mais il y a cette fenêtre qui peut s'ouvrir, parce que j'y crois. Oui, voilà, j'y crois vraiment. Et t'es un porteur de message à la fois. Peut-être. En tout cas, je pense que c'est l'endroit où je me sens le mieux. Hein, c'est sur scène, en tout cas en société, c'est sûr. Là où je me sens le mieux, c'est sur scène. Donc, je me donne à fond. Je fais du sport comme un fou pour avoir une énergie de fou et pour amener d'énergie que, voilà, moi, une des choses que j'ai vraiment senti changer, c'est l'énergie. L'énergie, elle s'est ternie. L'énergie de la jeunesse. Enfin, moi, je me rappelle, tu disais, ouais, on t'a mis au judo, t'étais turbulent. Mais pour les gens d'aujourd'hui, on était tous turbulents. Mais bien sûr. On faisait du cheval dans n'importe où sans bombe, on faisait du vélo sans protection, on se prenait des gamelles, du skateboard, on se plaignait pas et remontait. C'était vraiment, voilà. On était super turbulents. Il y a une chose que je voudrais revenir. Il y a quelque temps, il y a Pierre Arditi était dans une émission et il a dit une chose, c'est que on se construit à l'époque, même à son époque, parce qu'il a un certain âge, et toi aussi, comme le mien, on se construit. Et avec le temps, on a un chemin qui nous accompagne et on prend la ligne, on essaye, on fait et on avance. Aujourd'hui, les jeunes, ils sortent, ils veulent tout de suite. Est-ce que pour toi, c'est une catastrophe ou est-ce qu'il faut qu'ils comprennent est-ce qu'il y a une confiance? Ils ont tellement de chance. Oui. Parce que celui qui travaille, celui qui a une vision, une passion et qui est travailleur, mais il va marcher sur la tête de tout le monde. Tout à fait. Parce que maintenant, honnêtement, l'énergie, elle n'est pas là. Mais si tu as l'énergie, tu fais du sport, tu fais attention à ce que tu bouffes, tu fais attention à ce que tu reçois, tu as une vision et tu travailles, mais il y a qui contre toi? Il n'y a personne. Il n'y a rien du tout. Je veux dire, franchement. Et en plus, tu as tout à dispo. Tu as tout pour apprendre tout ce que tu veux sur tout. Wow. C'est ça qui est paradoxal. C'est ça. Tu peux tout faire, tout ce que tu veux sur tout, mais l'énergie est plus là. Voilà. C'est étrange quand même. Hein, oui. C'est étrange. Alors moi, je parle pas pour les jeunes parce que je les connais pas, les jeunes. Honnêtement, je suis pas en contact avec les jeunes. Mais c'est ce que je reçois musicalement, en fait. Musicalement, l'énergie, elle est pas là. Alors oui, dans l'électro, etc. Mais dans ce qui est pop, c'est mou. Enfin, comme disait Fabrice Lucchini, encore pas longtemps, les gens en fait s'amusent, mais est-ce qu'ils rigolent? Voilà. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'ils ont plus la même énergie? Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est dans une nouvelle ère. Après, voilà, je me dis, voilà, honnêtement, ça veut dire que j'ai aussi de l'âge. Parce que mes parents aussi disaient, oh là là, ce que vous écoutez, c'est vraiment pas terrible. Donc, je fais aussi attention à me dire que mon monde, c'est pas le monde, c'est mon monde. Oui. Donc, c'est ma vision du monde. Parce que je suis sûr qu'il y a des tas de jeunes qui sont heureux aujourd'hui. Tu vois, je veux dire, ça veut rien dire. Qui aiment la musique, qui sont fans, qui vont au concert, mais bien sûr. Sauf que, voilà, c'est pas la même énergie. Ce qu'il faut, c'est de transmettre. Ouais, en tout cas, ce que j'ai envie, moi, en tout cas, c'est une époque qui est encore favorable à ça, en tout cas artistiquement, c'est de transmettre des choses différentes. Tout à fait. Pour plein d'émotions différentes, pour plein de moments de journée différents, pour plein de personnes différentes, parce qu'on est tous différents. Voilà, et que moi, si je peux contribuer à réveiller certaines émotions, j'aurais gagné ma journée. Eh bien, on va la continuer justement. Alan, est-ce que tu connais le questionnaire de Proust? Oui. Alors, quel est le principal trait de ton caractère? Le courage. La qualité quelle est la qualité que tu préfères? Chez moi? Ouais. Détermination. Et la qualité chez un homme ou une femme? Que je préfère? Ouais, chez un homme ou une femme. Assumer ses actes et ce qu'ils sont. Assumer. Ça, c'est important d'assumer. Prendre la responsabilité. Prendre sa responsabilité. Ouais, c'est ça. Ce que tu apprécies chez tes amis? Le grain de folie. Le grain de folie. Ton principal défaut? Si, ouais, j'en ai plein. J'essaie de trouver le principal, justement. Peut-être pas être assez ouvert d'esprit.
Ah bon? Ouais. Ah, j'aurais pas cru. Penser que j'ai raison. Ah, d'accord. Ouais. Tu as du mal à t'ouvrir. Pas être assez, pas avoir assez. Alors, j'ai un côté tempérant au niveau énergie, oui, parce que je peux être très violent entre guillemets, mais psychologiquement, j'ai tendance à penser que j'ai raison, quoi. Ah oui, d'accord. Alors c'est bien parce que tu vas au bout des choses, mais des fois, ça peut être plus simple d'aller par là si tu avais écouté ce qu'on t'avait dit. Voilà. Et ton occupation préférée? La musique. La musique. C'est la fleur préférée. Ma fleur préférée, je dirais l'Edelweiss. L'Edelweiss. Il faut aller la décrocher. Aïe. C'est pour ça que ta compagne, tu l'as décroché en tout cas. Ta couleur préférée? Le rouge. Le rouge. Ta chanson préférée? Pas spécialement la tienne. Je pense que c'est Where the Streets Have No Name de U2. De U2, ouais. Je m'en doutais. Ton auteur ou un poète préféré, comme tu veux. Actuel, mort, comme tu veux. Ah, c'est pas facile ça. C'est pas facile, hein. Tu vois, un auteur ou un poète. Bon, parce que je l'ai relu avec plaisir il y a peu de temps, Saint-Exupéry. Ah oui. Ouais. Vraiment, c'est une petite pépite, ce Petit Prince. Ouais. Exactement. Ouais, vraiment, tellement d'émotions. Petit Prince. Ton héros dans la vie réelle ou imaginaire? Waouh, ça c'est une bonne question. Mon héros. Ouais. Dans la vie réelle ou imaginaire? Peut être Matrix. J'ai envie de dire. Me dis pas Casimir parce que non, pas du tout. Alors je pourrais pas trouver le nom, mais ça va être une femme en fait. Une femme? Ouais, il y a 2 films qui me touchent beaucoup, c'est Contact. Oui. Et Premier Contact. D'ailleurs, voilà, c'est porté par des femmes. Tout à fait. Qui sont torturées, hein, parce que ce sont des femmes aussi. Elles doivent vivre dans un monde qui est pas vraiment très favorable à la femme, on va dire, surtout dans leur milieu. Donc, ils doivent se battre contre elles, contre les autres, et qui vont à l'aventure dans l'inconnu, et parfois qui savent que les conséquences vont être dramatiques, mais elles y vont quand même. Ton film préféré? C'est quoi mon film préféré? Ton film préféré? Peut-être Contact. Contact aussi? Ouais. Alors, le mot préféré, ton mot préféré, qu'est-ce que t'aimes bien? Alors, c'est plus une sorte de maxime. C'est faut essayer dans la vie. Faut essayer dans la vie. Ouais. C'est un petit peu une devise alors. Ouais, c'est une devise. Ouais, c'est une devise que j'ai depuis que je suis petit. Ouais. Le mot que tu détestes? C'est pareil. C'est plus une petite phrase. On peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Le pays ou la région que tu aimes? Ah, j'adore l'Ardèche. L'Ardèche. Ouais. Franchement, j'adore la France. Hein. J'aime beaucoup l'Italie aussi. Venise. Mais t'es un voyageur, t'es un globe-trotteur. Ouais, mais parce que c'est tellement beau. Mais honnêtement, c'est tellement des beaux coins en France aussi. La France est riche. Ouais. Le don de la nature que tu aurais aimé avoir? Le don de la nature? Ouais. C'est-à-dire? Un don, quelque chose. Tu sais, un petit peu comme Joséphine Ange Gardien. Oui, un don. Le petit don. Soigner les blessures, ouais. Soigner les blessures. Ouais. Ce serait un beau titre de chanson, Soigner les blessures. Un hommage à Bernard Pivot, le métier que vous n'auriez pas aimé faire. Comptable. Comptable. Les chiffres, et pourtant, tu as été banquier. Ouais, non, j'ai pas été banquier, j'ai travaillé, mais quand j'étais petit, j'adorais les chiffres. Ouais. Mais... Les agios, t'en avais marre. Non, c'est-à-dire que c'est plus la structure, en fait. La structure de travailler dans une entreprise et de faire partie d'un maillon, d'une chose que tu comprends pas. Ouais. En tout cas, ne pas avoir la vision. Et je pense que, bon, si je vais loin, mais je pense qu'il y a un vrai drame au niveau du management. C'est que t'as pas la vision de l'entreprise dans sa totalité. Tu ne sais pas quelle est ta place. T'es un maillon, mais tu fais pas partie d'une équipe, en fait. Tu es juste un maillon qui sert à, et on te le fait bien sentir. Et ça, c'est très difficile à vivre. Ce qui est très dommage, parce qu'en réalité, je pense qu'un manager ou un patron qui est investi vraiment, qui est passionné par ce qu'il fait, par son activité,
devrait pouvoir l'insuffler aux gens et leur faire rendre compte qu'ils participent à quelque chose de très grand et qui est beau. Voilà. Mais non, on est dans je sais pas si c'est faisable, hein. Ça se trouve, tu sais, la masse, c'est difficile, hein. C'est très difficile à appréhender, hein. C'est pas très malin, hein, la masse, hein. Alors tiens, justement, ton juron ou ton gros mot favori. Lâche-toi. Nique sa mère. Nique sa mère. Attends pas ça. Ah bah, ça c'est ton favori. T'aimes bien ça. Oui, j'aime bien parce que en fait, maintenant quand je dis nique sa mère, c'est c'est dur, ça va faire mal ou c'est impossible. Nique sa mère, je le fais quand même. T'es Trafalgar, j'adore. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire? Il te reste encore du travail, vas-y, retourne-y. Et remonte sur scène. Éclate-toi sur scène. Donc, et ta devise, tu nous l'as dit tout à l'heure, mais et c'est quoi pour toi le bonheur? Je pense que pour moi, le bonheur, c'est assumer ses actes, assumer sa vie, déjà, et ne pas perdre le fil. C'est ça, c'est-à-dire pourquoi je fais telle chose, pourquoi je suis avec telle personne. Avoir les pieds bien ancrés dans la terre. Et à partir du moment où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui te fait mal, il y a quelque chose qui... Arriver à te rendre compte que tu es en train de semer des choses qui n'ont rien à voir avec ton objectif. Ton objectif, c'est d'être heureux. Bien sûr. Donc, si tu te mets dans un contexte malheureux, tu communiques pas, tu communiques mal, tu fais du mal, t'essayes pas de guérir quelque chose, d'aller vers le bonheur, tu perds le fil. Voilà. Ces petits mots qu'on s'envoie dans la vie sans faire trop attention parce qu'on se connaît, en fait, c'est de la merde. En fait, on perd le fil. On veut être heureux, on veut être ensemble. Et je te dis ça pour le couple, mais aussi pour les gens qui nous entourent. On veut tous le bonheur. Voilà. Mais on perd le fil. Et je pense que c'est une clé, c'est de se dire mais attends, mais moi je veux être heureux, moi je veux pas être dans la guerre, je veux pas être dans le rejet de l'autre, je veux être heureux. Alors comment je peux faire pour être heureux? Je peux l'être que si les gens qui sont autour de moi sont heureux, c'est sûr. Alors comment je peux faire pour que les gens soient autour de moi? Est-ce que moi je suis heureux déjà? Oui. Voilà. Et c'est sûr que si je me dis je veux être heureux et je veux aller vers le bonheur, il y a des grandes chances que tu y arrives, hein. Bien sûr. Si tu le sais pas, si tu le vois pas, il y a des grandes chances que tu n'y arrives pas. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont travailler, mais qui ne travaillent pas dans ce qu'ils aiment. Oui, alors ça, il y a plein de choses. Après, ils ne travaillent pas dans ce qu'ils aiment, c'est pareil. Ça peut être aussi intéressant d'assumer. Qu'est-ce que tu préfères? Te plaindre de ton boulot ou d'avoir cette sécurité extraordinaire? Exactement. Parce que moi, je l'ai vécu. Hein. Oui, je peux te jurer que quand j'ai travaillé, c'était dur. Mais bon sang, tu rentres chez toi, tu te prends pas la tête. Tu touches ta paye tous les mois, tu as tes congés, t'as ta sécurité, ça fait un bien fou. Tu peux construire aussi d'autres choses personnellement, tu vois ce que je veux dire? Ça, moi, franchement, à un moment, je me suis dit, waouh, mais on se plaint, mais quand même, quand t'es à pas savoir comment tu vas gagner ta croûte le mois d'après, tu sais pas où tu vas habiter parce que le loyer, ça commence à faire mal, et que t'as un certain âge et que t'as pas de structure fixe, c'est pas si facile que ça, tu vois. C'est pas si facile que ça. Mais est-ce que ton besoin de sécurité peut pas l'emporter sur cette espèce de pseudo-rêve que tu aurais voulu réaliser? Non. Ce que tu veux, c'est pouvoir aussi te dédier à d'autres choses, en tout cas être rassuré au fond de toi-même sur quelque chose, et c'est ça qui compte. Et si tu gardes le fil avec ça, tu vas au boulot pas pareil. Waouh, ça fait du bien. En tout cas, Alan, tu vis de ta passion. Ouais. Tu sais ce que tu veux. Tu as vraiment la tête sur les épaules. T'es un homme vraiment charmant, physiquement comme intérieurement. Ça fait plaisir. Et je te souhaite plein de bonheur. Merci beaucoup, Alan Théo. Merci pour ce moment de bonheur que nous avons partagé. Je rappelle son actualité, une tournée en concert en 2025. Ton dernier single, Un monde à nous. Le coffret Soupir, le coffret Emmène-moi, édition Deluxe édition. Et pour l'actu, justement, de livres, on se retrouve, je voudrais vous dire, le vendredi 4 avril à 18h à la librairie L'Arbre à Lettres, pas l'Arbre à Lettres, hein, L'Arbre à Lettres, 62 rue du Faubourg Saint-Antoine, Paris 12e, avec une dédicace du dernier livre d'Evelyne Dress, une actrice formidable aussi qui a joué auprès de Jean-Paul Belmondo, Les Silences de Venise.
tout simplement, c'est un bonheur. Vous avez Jean-Pierre Savelli, Regarde le jour se lève. Nous avons Dominique Destré, édition de 2015, Secret et Alliance. Et aussi le sortie du dernier livre d'Annie Dupéré, Respire, c'est de l'iode, aux éditions du Seuil. Vous allez voir, Annie Dupéré, c'est une pépite en tout cas. Merci beaucoup Alan. Et je voudrais te laisser le dernier mot de la fin. C'est toujours, en fait, je dis toujours, il n'y a jamais de fin, c'est toujours un commencement. Ouais, je pense que une des choses qui me font être bien dans ma peau, c'est de redémarrer chaque jour comme quand j'étais gamin. Et je dois avouer que ça n'a pas toujours été le cas. Hein. C'est récent, hein. C'est vraiment récent. Et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. En fait, la vie, on veut avancer, mais on ne veut pas vieillir. Mais comme on travaille notre cerveau, automatiquement, on reste toujours jeune. Ouais, après, c'est vrai que quand j'entends des mecs de mon âge qui me disent oui, mais à notre âge, j'ai du mal à m'identifier. Oui. J'ai du mal à m'identifier. Pas parce que je le rejette, parce que je le vis pas du tout comme eux. Parce que chaque jour est un nouveau défi, une nouvelle aventure. Il se passe des choses tout le temps. C'est génial. En tout cas, il y a des choses à relever, c'est sûr. Il y a des défis à relever, c'est évident. En tout cas, un monde à nous. Merci beaucoup, Merci Alain. Beaucoup. Merci à Alain à la réalisation. Merci à Rabat, directeur de la Radio Armada. Merci, chers auditeurs. On se retrouve mardi prochain, le 8 avril 2025. Non, pardon, excusez-moi, le 8 avril 2025. D'ici là, plein de bonheur. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao.